Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Gecina. Je suis Audrey Tranchandon, responsable de Gecina Lab, le think tank de Gecina dédié à l'innovation. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous voir si nombreux dans notre auditorium. Et je voulais vous remercier sincèrement de votre fidélité à nos événements. Alors, aujourd'hui, nous nous réunissons pour la dernière conférence Gecina Lab de l'année, c'est donc l'heure des bilans. En 2016, vous avez été plus de 1500 personnes à vous inscrire à 5 conférences qui vous ont intéressé, interpellé, sensibilisé sur des sujets tels que la COP21, l'agriculture urbaine au Jardin des Tuileries ou encore les startups avec nos fameux barbares de l'immobilier et enfin l'art et l'immobilier au Palais de Tokyo. Nous vous préparons un programme pour 2017 riche qui, je l'espère, retiendra tout autant votre attention. Alors dans quelques instants, nous allons accueillir nos experts de l'économie circulaire, dits les nouveaux héros de l'économie circulaire, pour débattre des nouveaux paradigmes constructifs. Alors qui sont-ils ? Il s'agit de Ramon Arratia, directeur du développement durable Europe d'Interface, qui nous fait le plaisir de venir nous voir depuis Madrid et qui s'exprimera en anglais pour un exposé d'un état de l'économie circulaire dans le monde. Puis autour de nos tables rondes, nous accueillerons Nicolas Delon, ici présent, architecte, cofondateur et associé chez Encore Heureux, Philippe Depoux, directeur général de Gecina, et Audeline Dullière, collaboratrice chez Rotor. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à Sébastien Delpont, que j'invite à venir me rejoindre, qui est directeur associé chez Greenflex et qui animera les débats de cette conférence. Bonne conférence. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'animer cette conférence sur les super-héros de l'économie circulaire. Donc en deux mots, Greenflex, je suis directeur associé de Greenflex, une société qui accompagne des organisations dans leur transition énergétique et écologique. Une de ces Green Tech, donc on est à 7 ans, maintenant 180, en faisant 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a la joie d'être des locataires de Gecina. Et donc c'est bien intéressant d'être un locataire qui vient animer un débat du Gecina Lab. Donc aujourd'hui, pour introduire ces sujets, avant une vidéo qui va rappeler un petit peu ces enjeux de l'économie circulaire, on va avoir le plaisir d'avoir une intervention de Ramon Arratia, qui a su en tout cas incarner par sa posture d'entreprise et par ses actions en tout cas, cette incarnation de l'économie circulaire dans le business. Et ils ont attaqué les sujets les pieds au plancher en attaquant par la moquette, une moquette recyclée comme celle sur laquelle je marche et sur laquelle vous serez les bienvenus pour essayer et vous pourrez nous en dire deux mots. Donc je laisse la vidéo se lancer avant cette intervention de Ramon. Merci à vous. Économie circulaire, peut-on faire mieux avec moins de ressources naturelles ? Notre consommation de ressources naturelles, pétrole, gaz naturel, minerais, bois, eau, ressources alimentaires par exemple, a fortement augmenté depuis une cinquantaine d'années, du fait de nos modes de production et de consommation. À terme, certaines ressources sont vouées à disparaître. Or, comme nous les transformons en produits destinés à être utilisés puis jetés, la quantité de déchets augmente elle aussi. Chaque année, nous produisons en France 345 millions de tonnes de déchets, dont 70% sont issus du bâtiment. Et même si nous faisons beaucoup d'efforts pour les gérer, notamment en développant le tri et le recyclage, leur traitement, enfouissement dans les sols ou incinération, est souvent coûteux, polluant et ne valorise pas suffisamment la matière. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Tout est réutilisé. Sur ce modèle, l'économie circulaire vise à faire en sorte que tous les produits que nous utilisons restent idéalement des ressources, plutôt que de devenir des déchets. C'est pourquoi l'économie circulaire est fondée sur un système de boucles. Pour les bâtiments et les produits manufacturés, la boucle repose sur le principe de l'éco-conception, qui consiste à prévoir dès la fabrication des produits la possibilité de les réparer et ou de réutiliser les matériaux qui les composent, notamment en facilitant leur désassemblage et en limitant au maximum leur toxicité. Par exemple, on peut concevoir un bâtiment comme une banque de matériaux. Pour éviter qu'ils finissent en gravat, on les valorisera pour construire d'autres bâtiments. Pour les matières biologiques, comme les produits alimentaires, la boucle consiste d'abord à réduire le gaspillage, puis à transformer les restes en engrais de qualité grâce au compostage. Les agriculteurs pourront ainsi s'en servir pour leur culture. Cependant,
l'économie circulaire ne se limite pas à réduire l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement et la santé. Elle vise également à faire en sorte que celle-ci ait un impact positif. Par exemple, certaines moquettes sont déjà conçues pour purifier l'air, tandis que des lessives sont capables d'assainir l'eau. Enfin, en étant plusieurs à utiliser les mêmes produits, on optimise leur usage, ce qui permet de consommer moins de ressources. Une perceuse, par exemple, conçue pour fonctionner des dizaines d'heures, n'a généralement utilisé que 10 à 12 minutes au total. Alors, autant la partager. Préparer l'avenir est à la portée de nous tous dès aujourd'hui, en privilégiant des produits réparables, démontables, réutilisables et non toxiques. On participe à l'économie circulaire. Bonjour. Je vais parler en anglais. Hi everybody. My name is Ramon Arratia, and I work for a company who invented this stupid idea of cutting carpet into square. And it's called Interface. And it was a company founded in 1973. And now we are a billion-dollar company selling around 50 million square meters across the globe. I'm going to talk a little bit first about what is going on. And this is what we call the Great Acceleration. There is an acceleration on everything. It's an acceleration on GDP. It's been an acceleration on population, although we now more or less are managing better. But it's an acceleration on everything else. It's an acceleration on the temperature of the world, especially in the northern hemisphere. I mean, there is not a lot of global warming, but there is global warming in the northern hemisphere. And you can see species extinctions and other type of issues. So there is a lot of, as we increase in economic figures, we also increase in all the environmental figures. This is another slide from the UN, from the United Nations, from this is from the OECD. And normally they speak about what we will need in 2030 with a world of 8 billion people, and by 2050 with a world of 9 billion people. We will need 50% more energy, 40% more water, 35% more food. How are we going to get that? With little arable, extra arable land, and the quality of the soil going down. And this is what one of the ways is about. The video from Adem was very good to explain what is the circular economy. This is the same. This is the circular economy, and this is the typical drawing from the Ellen MacArthur Foundation. And normally, what they talk about is that you have either the biological cycle and you have the technical cycle. And the circular economy is not only about just recycling. The circular economy is about quite a lot of different things. For example, it is about not only recycling your own product, but also making your product from recycling materials from other industries. For example, in nature, we don't eat our own waste, thank goodness. In nature, the waste from one organism is the food from another organism. And this is a strategy that companies need to look at. How to use raw materials from the waste of other companies. So this is one of the things we have been doing, and I'll go through that. The importance of modularity, making things modular, so that you can repair just one part and substitute for another part, so that making buildings modular, so that the buildings are just a source of raw materials, and you can exchange and you can maintain. So that's one key part. Product design is absolutely key. Product design, if you don't design right the product, then the product is not recyclable at the end of the life. Then the product doesn't last long enough. So product design will be key for the circular economy. And product longevity. How can you make money from your product lasting for long? That is for product manufacturers, this is
quite difficult. Services, how can you make money? Not only from selling 1 square meter of carpet, but from selling the service of a carpet, beauty and performance. How can you make money from that? It's quite a tricky thing. Thinking about new, different business models and thinking about systems. So the circular economy is very broad. It's not just about recycling, it's about all these different things. And the good news is that if you think about product, maybe it's concrete, but if you think about system, like a building or a city, you have much more scope to act. The bigger the scope, the more interesting things you can do. And so I'll go through some examples. A lot of examples about what I know, which is carpet, but examples about that can apply to everything. This is what we're doing. This carpet now has a latex which is from PVB. PVB is what we get in laminated glass. It's a layer. When you look at your car windscreen, there is always a layer made of PVB, and this is a waste from the glass recycling industry. We are taking that waste and using that waste as a substitute of a raw material, latex. So this is what I mean by what nature does. In nature, the waste from one organism is food from another organism. And there are plenty of waste out there, and people pay a lot of money to get rid of their waste because we have taxes for landfill, we have taxes for waste to energy. A container of waste in Paris, I'm sure it's expensive. So people pay a lot of money to get rid of the waste, and there is a lot of waste which could be used as raw material. So it's about thinking, what is the type of raw materials I need, and what is the waste out there that with a bit of processing and a bit of R&D, I can use it. This is one example. This is another example. This carpet is made of PA6. It's made of nylon. Nylon 6. It is the same material to make fishing nets. What we are doing is partnering with local communities in the Philippines and in other countries to clean the beaches on those coastal areas in those countries and to recycle fishing nets, to decompose those fishing nets back to the monomers of nylon, and our suppliers, they send us recycled nylon. The inventors of nylon, DuPont, told us in the 1990s that it was impossible to recycle nylon. Today we have more than 500 colors in interface made of 100% recycled nylon. That's another example of a waste which is out there, is causing damage, and you can access. We are looking at toxicity and substituting raw materials which had some level of toxicity and substituting for biological materials. For example, there is a formaldehyde in many of the wooden products, and we also had a little bit of formaldehyde to make the a glass fleece for a carpet. We have substituted that glass fleece for a bio-based glass fleece, and this is one of the things we're doing now. The backing of the carpet is normally from a mixture of bitumen and limestone. And now we are working to make this backing from a resin, from in English they call rosin ester, so like it's a resin or resin of pine trees. And we're looking at, we're partnering with a company who does paper. And when they make paper, they want the fiber, but the resin is a waste of that process. So we're looking at getting waste from the paper industry in order to make the back of our carpet. So there is plenty of waste opportunities out there to be utilized. I'm gonna show you, this is a bad picture, but somehow it illustrates very well what is modularity. If you make a building with items which are modular, like this carpet that you can
take one by one each tile, each dal. You can do it very easy. It's easy to install, but easy to deinstall and to change. And also, when you go to an airport, sometimes you see that the tile is from the different color because maybe it has been substituted for another one. So this is the idea of maintenance and the idea that if you design things to be modular, they last for longer because they can be maintained. Can you imagine doing this with a normal roll carpet? It would be a disaster to recycle, to install it. You also need to evacuate everybody from the office to install it. So it's about thinking, how can you make your buildings modular? Not only carpet, but everything. How can you design buildings which are flexible and modular so that they have low cost of maintenance, that one piece can be replaced by another piece, so you have this flexibility. I'm going to talk a little bit about the economics of recycling because we've tried a lot on recycling and make a business model, and it's very difficult. And we have some successes, but also it is very hard. So when you try to recycle something, you get some money because the customer will pay you some fee for recycling whatever. So this is what I call the service fee. And what you can charge to your customer will depend on the taxes of the country. What is the landfill costs? What is the waste to energy capacity, legislation, and the market? That's what you can charge for a service fee. But you need to take into account that you will have some costs of transport, sorting costs, like trier costs, for technology, labor costs, separation costs, which will depend on what is the latest technology and how do you plan that. It will also depend whether you have designed your product in the right way so that it's easy to separate or not. And obviously, labor costs is not the same to have labor costs in France that in India. And then raw material revenue. Then you can extract money from selling your raw materials to another company or back to your own company. If you want to get a good business from recycling, you need to get everything right. If something fails, then it's very hard to make money. That's why still in many cases recycling is not that, because mostly because companies haven't thought about designing the products in the first place, and also there is not enough legislation. Yet, this is what we're sorting. Well, this is what we are doing in Europe. This is a hub. We're setting hubs in London. We're setting hubs in Paris, in Holland, so that our tiles get sorted. And then they go, for example, to our machine, or they can be reused in other projects, or they go to our machine and we separate the back of the carpet okay, just one. Okay, on the fluff of the carpet, the nylon. Now I'd like to talk a little bit on leasing. That's another part of the global of the circular economy. The people say, okay, in a circular economy, you shouldn't sell products. You should just sell services. Now, if you are a manufacturer of a washing machine, it is very difficult to sell a service of washing because you are a manufacturer. You are good at manufacturing. Someone else would do the service. And it's hard for a product manufacturer to really do the renting or the leasing. Very hard. We tried to lease carpets and we failed because we're not good at that. I'll give you another example. Why? There are people already who rent and lease cars. When you lease a car, you want the whole thing. You want the whole, what we call functional unit, so you don't have to worry. You have the car and the service of the car, and then you don't worry. But you don't want to lease a wheel. You don't want to rent the wheel of a car. Now, carpet is the wheel
of a car for a building. So there are people already making a lot of money from leasing buildings, from renting buildings. But it's not the carpet manufacturer. It's not the wall manufacturer. It's the people who own the buildings. And this is key in the circular economy. You need to be at the right chain with the customer to offer the full service. And these are the people who have most to gain from the circular economy, selling the full service. Who do you think is going to make money from renting a drill? Do you think it's going to be Black & Decker, the people who make the drills, or it's going to be the Leroy Merlin type of companies? It's going to be these ones. It's going to be Leroy Merlin cannibalizing the business of Black & Decker by renting, by offering just, charging just for renting a drill. So this is key in the circular economy. There will be disruptors who cannibalize the product manufacturers like us to make, to offer a service. So these are, okay, just these are some of the services that we are offering. Of course, we cannot do the leasing, but there are some services that we can do as a carpet manufacturer. We can help concept design, so we partner with architects and we have an interior designers that help our customers to make the most of our products. We can do project management, we can do audits of the floor, and we can offer fitting service, and we do that in some countries. We can do maintenance, and we can offer maintenance so that we go to the offices every 6 months or every year, and we do a proper maintenance so the carpet lasts looking good for longer. We can do the installation services, and we can do take back. These are services that a product manufacturer can do. And this is a way where you can expand your business, not only selling product, but selling services. So this, I'm just gonna give you a few. This is a project that we did last month in London. This is the type of things we do. We go at 5 p.m. in the evening, and then at 5 a.m. if all the office is already with the new carpet, no disruption. We are not allowed to touch any cable. Can you imagine? You cannot touch any cable in a bank company. If you lose half an hour of one trader, it's already a huge issue. So this is our added value. We go there with no disruption. That's a service. It's not really. So we uplift all the furniture so that it doesn't move. This is one of the, we have this type of machines. So we uplift every furniture, and then we change the tiles, and then we recycle, because it's quite easy. And then also we offer these maintenance services in some countries where we, like including France, where we just provide maintenance every 6 months, so the carpet looks good for longer. So these are ways of making, let's say, of adding services. But this is a huge issue for a product manufacturer. How do you make more money from maintaining your product, and therefore their product lasting for longer, than for people buying more products? And this is what many companies, they are accused of making their products that last less, because they want you to, to buy another one, like a washing machine or all. And this is very hard for a product manufacturer, how to make your product that lasts so long that then people don't buy new products. And that's, a very hard one. And I'd like to talk a little bit of this, what we call the sustainability paradigm shift, which many people think sustainability is still like that, but this is a still old paradigm. Sustainability is not only about your corporate sustainability. It's about your product sustainability, and thinking about the impacts of your products across all the value chain. Because this is, for me, is a beauty contest. It's about who has the most certifications and awards. It's just a PR game. Sustainability should be really about product, about measuring the impact of your product across all the value chain. But also sustainability is about services, and it's about how can you shift from just selling your product
to offering a service? How can you shift from selling 1 square meter of carpet to selling beauty, to selling a good environment? And what are the services that you can do? And even when you are thinking about that, when you think about, you know, what is the impact of a car versus thinking about cities, maybe you don't need a car in the first place, and you can design cities and design systems and design buildings in different ways, looking at other raw materials, other products, other way of organizing. And that's where the real disruption comes. I'll give you some thoughts. This is how we install carpets now. Normally, the carpets are installed with glue. And this is an innovation, we call it Tactiles, which is an innovation that we put the carpet, we put a sticker on the carpet so the carpet doesn't stick to the subfloor, it just sticks to itself. So basically what we're doing is we are entering in a new market. We are jumping into the adhesive market, which is entering into an adjacent market. And this is for me key in sustainability. How can you come up with a solution that cannibalizes someone else's business and you steal the business from them? It's an adjacent market. So it's about thinking about what is my core competence? What is my core competence? It's about, I don't know, maybe companies about engineering, another company is about some assets that they have. So what is about really, truly my core competence? Which is the market I can apply that? What am I cannibalizing? And which are market forces on my side and against in order to do that move and to enter that new business? Very last thought is going to be around what are we cannibalizing here? Now, we're a carpet business. This is the modern office today. What are we cannibalizing? Any thoughts? What do you don't see in that picture? The walls. Exactly. What are we saying? And most of, if you see, most of our marketing and most of our efforts today is to convince end users and architects that they have to have these buildings. It's flexible buildings, because we know that marketing is going to report to sales and the other way around, and operations and this, and you're going to have a reorganization every 4 months, and then the canteen is going to be the meeting room and the other way around. So what you need is a flexible space which doesn't cause disruption when this changes. And we are cannibalizing the walls because we are carpet, but not only ourselves. These companies that they offer these flexible spaces, that they give you privacy, but only when you need it, and you don't need to do a lot of work. So it's about flexibility and designing office in a totally different space. Why are we doing that? And it's not interface alone. It's interface and all these guys. And these changes of paradigm, they happen in a way that you see trends and the others see trends, and then you design a product and somehow you see what is going on in a fair, and then somehow they all get aligned, and there is a new way of doing things versus the old way of doing things. But this is how disruption happens. And there are always winners and losers. And of course, there are people trying to cannibalize our market, and we are trying to cannibalize the market of others. In every sustainability disruption, that happens. But thinking about in your business, where are the trends? Where are the things you can cannibalize? So this is, I'm just giving you some examples of offices we are designing. This is Google in Zurich. No walls, so we tell the architects, don't spend money on walls, spend it on carpet. Put the carpet at the center. Put the carpet at the center of the design, because it's so flexible. Yeah? I'll stop here because I think I've run out of time. Thank you. Merci Ramon, c'était vraiment éclairant cette vision. On voit bien que c'est un sujet business central de travailler ces questions de l'économie circulaire et pas un sujet accessoire.
Donc je vais commencer par demander à nos intervenants du jour de venir se présenter pour expliquer qui ils sont, ce qu'ils mettent en œuvre et donc pourquoi on les reçoit aujourd'hui pour partager. Dans un premier temps, je vais demander à Nicolas Delon de venir nous rejoindre avant Audeline et finalement Monsieur Depoux. Bonjour à tous. Donc merci pour votre présence. Vous allez voir, les choses que je vais vous présenter font en partie écho à ce qui a été dit. Ce qui est intéressant, c'est de savoir de quel point de vue je parle et je propose cette vision de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Moi, je vais plutôt vous parler du réemploi des matériaux. Donc réemploi, récupération, recyclage, tout ça, c'est une grande famille. Vous allez voir, il y a une certaine différence aussi entre l'ensemble de ces notions. Et donc, moi, je suis architecte, fondateur d'une agence qui s'appelle Encore Heureux, qui travaille pour des projets publics, privés, de petite échelle, de très grande échelle. Et on essaie de mettre au cœur de nos problématiques et enjeux cette nouvelle façon de concevoir et de construire. Donc, quelques dessins un petit peu introductifs de notre vision et de ce qui nous a amené à questionner globalement l'économie de la construction et l'architecture, et l'architecte étant un de ces acteurs. Mais on a une vision très très claire sur le fait que seul le changement n'est pas possible, c'est vraiment une question de vision collective. Là, c'est l'illustration d'une citation de Buckminster Fuller, un architecte ingénieur américain, disant qu'on était sur le vaisseau spatial Terre, qui avait tellement bien conçu que pendant des millions d'années, on ne s'était pas rendu compte qu'on était sur un vaisseau spatial. Et par ailleurs, il y a un équipage qui augmente aujourd'hui de 7 milliards, 200 000 personnes tous les jours qui s'ajoutent à cet équipage. Donc c'est 1 million de personnes par semaine qu'il faut nourrir, loger, habiller, habiter. Face à cela, donc ça fait écho bien sûr à ce qui a déjà été dit, mais très simplement un épuisement des ressources. On est tous d'accord sur la fin de certains matériaux, des matériaux très communs, des matériaux que nous utilisons tous les jours. Certains épuisements sont pour dans quelques dizaines d'années, quelques quinzaines d'années, donc c'est vraiment des choses que nous allons vivre. Et par ailleurs, une explosion des déchets qui a été aussi abordée, donc une quantité de matière comme ça qui est prise, qui est prélevée, qui est utilisée des temps très très courts. Parfois, une moquette sur des événements est utilisée quelques heures. Un défilé de mode, c'est quelques minutes et on a des milliers de mètres carrés qui partent instantanément à la benne. Et donc, on s'est questionné comment continuons-nous à construire dans ce contexte-là. Une image aussi d'une métaphore que nous appelons la métaphore du dentifrice. En fait, on a tous l'expérience d'avoir un tube de dentifrice neuf, et donc on en utilise de très grandes quantités, même on en tombe dans le lavabo, etc. Et en fait, on se rend compte quand on arrive à la fin du tube qu'on aurait pu en utiliser beaucoup moins parce qu'on a oublié d'en acheter, et donc on se rend compte que la quantité en fait nécessaire est vraiment moindre par rapport à celle que nous utilisions au début. Et donc c'est un peu anecdotique, mais en fait, on a le sentiment que depuis une centaine d'années, on a construit des bâtiments et on a construit les villes et l'architecture en appuyant comme ça sur le tube de la matière, sans se poser la question de son épuisement. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où il va y avoir de moins en moins de matière. Donc comment, collectivement, on arrive à changer notre façon de faire ? Tout ce qui nous entoure vient de la nature. Ça, c'est peut-être des évidences, mais il faut qu'on se le répète et il faut que jamais on ne l'oublie. Voilà, le micro que j'ai dans la main, les lumières, etc., tout a été prélevé à un moment donné. Et donc, dans ce contexte-là, toutes les 24 heures, on consomme l'équivalent de 20 tours Eiffel d'acier. Donc, on assemble l'équivalent de 20 tours Eiffel chaque jour dans le monde. Et toutes les 15 secondes, on coule une piscine olympique de béton. Donc une piscine olympique, c'est 50 mètres par 3 mètres par 20 mètres. Donc là, vous imaginez, je parle depuis 3 minutes à peu près. Et donc, on a rempli des piscines comme ça. Et quand on fait du béton, on emprisonne du sable alluvionnaire. On ne peut pas faire de béton avec le sable du désert parce que le grain a été roulé par le vent et donc il n'est pas du tout propre à la réalisation de béton. Et donc, on est proche d'un épuisement du sable. Et nous, après 6 ans d'études d'architecture et une dizaine d'années de pratique, on ne nous avait jamais parlé de cet épuisement-là. Et on l'a découvert tardivement, et donc on s'est questionné vraiment sur ce rapport-là. Donc, dans ce contexte qui est assez... on parle des polycrises, crise environnementale, crise sociale, crise économique. On peut faire une liste comme ça très très longue. Crise de la biodiversité. Vous avez vu le rapport du WWF sur 60% des mammifères qui ont disparu dans les 40 dernières années. Donc on est vraiment c'est vraiment très sérieux en fait. On n'est pas là en train de se raconter des histoires. On a une concordance des signaux qui font qu'on ait 1 ou 2 générations à pouvoir influer, mais sinon après ça va être très compliqué pour les suivants.
Donc je pense qu'au cœur de toutes nos réflexions, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ceux qui viendront après nous. Et donc à une petite échelle, si on prend l'histoire d'une porte, on prend un arbre, on fait des planches, avec la planche on fait une porte, et le jour où le bâtiment est démonté, détruit, où la porte est abîmée, en fait il ne va pas y avoir 50 possibilités, il n'y en a que 5. Donc la première, c'est la réutilisation, c'est-à-dire que cette porte, on prend ses dimensions et on trouve un bâtiment dans lequel il y a exactement le même dormant, la même dimension de dormant, et on la réutilise. Ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut trouver exactement le même endroit. La deuxième option, c'est de faire du réemploi, c'est de considérer que la matière de cette porte, si elle a de la qualité, si elle est intéressante, on pourrait potentiellement s'en servir pour autre chose. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Le recyclage, où là on va broyer la matière pour en faire du panneau de particules, mais il y a un élément de ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire qu'à chaque fois où on va recycler un matériau, on va perdre sa compétence, de sa capacité. Parce qu'on a pris du chêne massif, on en a fait de l'OSB, et de l'OSB on en a fait du médium, et au bout d'un moment on n'a que de la colle et on ne peut plus rien en faire. Donc le recyclage, cette notion d'économie circulaire, il faut être très très vigilant parce que ce ne sont pas des cercles comme ça totalement fermés. Dans la nature on a des cercles qui le sont, mais dans les produits industriels on a des ajouts, des entrants qui nous empêchent entre guillemets d'être sur cette fermeture de cercle. Et enfin, ce qui est 90% de ce qui se passe aujourd'hui en France, soit on met ça dans un incinérateur et donc ça se retrouve dans l'air et donc dans vos poumons, mais ça on le dit pas trop, soit en fait on fait des grands trous dans la terre, on met ça dans un trou et puis on dit bon ben on verra plus tard ce qui se passe. Et là aussi il y a des infiltrations dans les nappes phréatiques, etc. Donc il y a ce qu'on appelle les externalités négatives qui sont vraiment des choses à prendre en compte. Ce qui nous intéresse aussi dans l'approche du réemploi, c'est le souvenir des matériaux et l'attachement qu'on peut avoir à des vieux matériaux. Ce qu'aujourd'hui on appelle le vintage. Donc voilà, il y a des mots comme ça qui apparaissent. Mais en fait, on a toujours aimé les matériaux de nos grands-parents parce que quand on était petit, on se rappelait la table Formica. Et puis aujourd'hui, on est prêt à acheter 400 € une table en Formica qui nous rappelle en fait ce souvenir-là. Et donc, il faut convenir que il y a un attachement très fort à l'histoire de la matière par ce qu'elle peut raconter et par l'aspect historique qu'elle porte. Et aujourd'hui, on en est à un point où on se fait à fabriquer des faux vieux matériaux pour vendre cet attachement à l'histoire, alors qu'en parallèle, on est en train de mettre à la benne des vieux planchers. Donc on est en train de faire des planchers neufs, imitation réemploi, ou même on a des vendeurs de matériaux qui font de la brique, imitation réemploi, mais qui est une brique neuve, alors qu'à côté, on a un chantier démolition de briques où on aurait cette matière disponible. Donc ça nous questionne parce qu'on se dit on va quand même un petit peu loin. Et donc les deux derniers dessins, qui est ce dessin de ce qu'on appelle la mine urbaine. En fait, il faut considérer que les bâtiments qui nous entourent sont les gisements de demain et que nous, concepteurs, mais vous, maîtres d'ouvrage, bâtisseurs, investisseurs, allez devoir considérer qu'à partir de cette matière-là, on va devoir construire également les bâtiments du futur. Avec également ce qu'on a appelé le mix matériotique, de la même façon dont on peut parler du mix énergétique, qui est le fait de combiner les sources d'énergie en fonction ben voilà, s'il y a du soleil, on va faire du solaire, s'il y a du vent, de l'éolien, et puis on va être sur une différente approche énergétique. On peut imaginer qu'on a aussi une différente approche des matériaux, où on va maximiser les matériaux biosourcés, qui sont ceux issus du règne végétal ou animal, parce qu'on a vraiment une capacité très grande à les reproduire. On va utiliser les matériaux de réemploi parce qu'on a déjà prélevé la matière, on a déjà consommé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail humain aussi pour ces matériaux-là. Des matériaux recyclés sur certains éléments comme les métaux où on a un très très bon rendement de recyclabilité. Et bien sûr minimiser les matériaux fossiles parce qu'on sait que c'est les premiers qui vont arriver à extinction. Donc par rapport à tout ça, next, est-ce que ça marche? Alors, hop, voilà. Pardon, juste l'image d'avant. Donc, en s'intéressant à ce sujet, on a souhaité faire une grande exposition qui s'est appelée Matière grise, dans laquelle Interface était d'ailleurs un des partenaires et qui nous a fait la joie d'une interview dans le catalogue d'exposition, où on a souhaité à la fois poser ce constat de l'épuisement des ressources, l'explosion des déchets, mais de manière très simple et très évidente, entre guillemets. Et en parallèle de ça, nous avons choisi 70 projets dans le monde entier qui mettent en œuvre ce réemploi de matériaux, qui montrent des failles, des brèches. Et je termine par des projets, parce que le temps est écoulé. Et ensuite, suite à cette exposition, on nous a demandé de dire, c'est bien beau, là, vous racontez ce qu'il faudrait faire, mais est-ce que vous pouvez le faire? Et donc, on a eu une première commande de la ville de Paris pour réhabiliter un salon de l'hôtel de ville
en réemploi et en économie circulaire. Donc j'accélère très vite parce que j'ai plus qu'une minute et je voudrais juste vous parler de ces 3 projets parce que c'est important de poser des sujets, de montrer comment on les résout. Et donc là, nous avons souhaité travailler avec les déchets de la ville de Paris et les savoir-faire des ateliers de la ville de Paris pour construire un aménagement où on était venu prélever la quasi-totalité des matériaux dans les déchetteries de la ville et les savoir-faire des artisans de la mairie de Paris. La deuxième étape a été celle de... Si je perds du temps sur le passage d'image, ça me décompte ou pas Donc il me reste 20 secondes. Le deuxième enjeu a été à l'occasion de la COP21 de dire comment on peut construire un bâtiment en réemploi de matériaux. Donc là aussi, pour le pavillon de l'Arsenal, la ville de Paris qui souhaitait faire la démonstration. Et donc on a dessiné et conçu ce qu'on a appelé le bâtiment circulaire, qui n'est pas circulaire par sa forme, mais circulaire par, bien sûr, l'économie qu'il met en œuvre. Et donc là, on a réussi à construire un bâtiment à 80% avec des matériaux qui ont été trouvés sur des chantiers de démolition, sur les portes de la façade venant d'un immeuble de Paris Habitat où 400 portes palières des années 30 étaient démontées. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le dessin aussi provient de la matière que vous identifiez. C'est la fin de la page blanche, l'architecte ne dessine pas comme ça dans sa tête, mais juste, il s'appuie sur ce qu'il trouve pour dessiner. Et dernier projet, donc là il me reste vraiment 10 secondes, un concours de logement dans le 19e arrondissement à Paris où il s'agissait de transformer un parking automobile de 30 000 m² pour en faire du logement. Il était stipulé qu'il fallait absolument démolir ce parking. Nous avons été retenus à ce concours public et évidemment nous avons proposé d'en garder une très grande partie. Et donc, plutôt que de démolir l'ensemble du bâtiment, nous en avons conservé la moitié, donc 20 000 m², à partir duquel nous avons décidé de creuser, de venir glisser des logements. Et nous avons été lauréats à l'unanimité de ce concours par rapport à toute la démonstration de l'économie de matière. Voilà, je vais très très vite à la fin. Et ça, c'est l'image. Et ça, c'est la fin. Merci de votre attention. Bonjour. Je suis ici, mon collègue Victor est dans l'audience. Il y a une vingtaine d'autres membres et collaborateurs de Rotor qui sont depuis Bruxelles, depuis Paris, constituent ce groupement qui est Rotor. Notre particularité, c'est en fait d'avoir une affinité à travailler ensemble et ensemble sur des questions de flux de matériaux et de réemploi de ces matériaux. Donc depuis 2005, au début, quelques architectes et historiens de l'art, biologistes se sont regroupés et ont évolué comme ça à travers des projets pour vraiment développer cette filière. Donc, l'objet de cette présentation, c'est de montrer des projets concrets, en fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a presque 10 ans... Oups, comment je fais... Donc il y a presque 10 ans, quand ce logo a été imaginé, l'économie circulaire n'avait pas l'engouement qu'elle connaît aujourd'hui. Et Rotor, dans sa capacité à résister un peu aux formes d'étiquettes, n'avait pas anticipé qu'il pourrait un jour se poser en tant que nouvel héros de l'économie circulaire. C'est vrai que si finalement cette tutelle nous permet de rencontrer d'autres acteurs de toute échelle et de toute taille, et de taille plus importante aussi, nous embrassons cette rencontre parce qu'on pense qu'effectivement ce sont des acteurs clés à promouvoir la filière du réemploi et à faire balancer les choses dans la bonne direction. Donc là, vraiment un bref aperçu de nos différents volets de travaux. Donc on a effectivement établi un peu le paysage en procédant à de la recherche. Il y a des expositions et des publications. La toute dernière s'est passée à Rotor, à Anrec en Rêve. C'était donc dans le cadre des nouveaux acteurs de l'économie circulaire. D'autres projets en design and build, par exemple là pour les Galeries Lafayette, où il a été question de détourner quelques objets afin d'installer un espace temporaire. Et alors, donc, le volet que je vais vous présenter relativement rapidement, mais un peu plus en profondeur, donc la déconstruction.
Vous voyez ici en fait 3 projets qu'on a sélectionnés qui exposent les différents services que Rotor a développés au fil de ses activités. Le premier est la déconstruction. Il y a aussi une forme de réemploi de matériaux sur site et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Alors juste pour rentrer un peu dans les détails, la déconstruction, donc en fait on s'est rendu compte que, ouais, comme on l'a vu dans les présentations précédentes, il y a une grande partie des matériaux qui sont voués à la déchetterie bien avant que leur cycle de vie soit terminé. Et donc face à ce constat, on s'est rendu compte qu'un des faits, c'était l'absence d'un acteur vraiment opérationnel pour faire en sorte de réinjecter ces éléments et leur permettre une seconde vie. Et donc on s'est donné un peu le pari de nous remplir cette mission. C'est une activité qu'on a créée il y a 2 ans et jusqu'à présent on a 40 opérations et on a divergé 650 tonnes de matériaux, donc de ces chantiers de déconstruction vers de nouveaux chantiers. Ce qui est instrumental, c'est qu'avant la démolition, nous intervenons avec nos équipes et nous procédons à un démantèlement soigneux plutôt qu'une destruction massive. Donc ça, c'est pour le service de la déconstruction. Je vais vite vous parler des autres services. Cette image, c'est ce qu'on appelle le scan Rotor. Et en fait, il dépicte un peu le status quo des éléments qui pourraient être réutilisables. Donc là, justement, on a choisi la typologie d'un immeuble de bureau standard. L'intensité de jaune démontre la propension d'un matériau à être réutilisé. Il faut savoir que vraiment, cette palette de jaune varie en fonction des projets. Et là, comme on est quand même encore dans un développement, il y a des éléments dans le processus de réemploi, justement, qui font basculer l'objet, les éléments plus vers un jaune foncé ou un jaune clair. Dans ce processus, on s'est rendu compte qu'un des éléments clés était vraiment créer la demande pour ces matériaux. Vous imaginez, comme Nicolas l'a dit, si on a cette vision abstraite de la ville comme un gisement, eh bien à ce moment-là, il faut vraiment travailler sur la demande, faire en sorte que ces matériaux qui soient extraits soient aussi demandés. Dans ce cadre-là, on a vraiment travaillé sur essayer de rapprocher l'interface entre les demandeurs et les matériaux disponibles. Dans cette recherche, on a créé une forme de scan en fait, du paysage des acteurs qui existaient déjà pour la filière. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Ah voilà, le temps est écoulé. Ouais. Et le premier travail a juste été en fait de les géolocaliser sur une carte et de surtout montrer leur contenu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a des pavés, des briques, toutes sortes d'éléments. On a fait ce travail principalement pour la Belgique. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on aimerait bien pouvoir voir s'étendre. Étant un peu moi-même architecte dans la profession, je sais que pour les architectes, c'était une source très, très nécessaire parce qu'aussitôt, ce marché qui était un peu obscur du réemploi pouvait être utilisé de manière efficace en trouvant les adresses des distributeurs de matériaux. Et donc finalement, Rotor s'est développé presque comme un de ces acteurs en créant ces matériaux qu'il extrayait de ces chantiers de démolition, de déconstruction, et a créé son propre magasin, donc Rotor Shop. Donc finalement, ce magasin est un des, on peut dire un des membres, un des vendeurs Opalis parmi les autres. Voilà. Donc ça, c'était pour la question de vraiment essayer de stimuler cette demande. Mais un des produits sur lesquels on s'est penché, et ça, c'est vraiment tout récent, ça fait, à mon avis, 2-3 mois, vraiment dans cette idée de rapprocher l'acheteur des matériaux de réemploi, nous avons créé un produit où la quincaillerie qui est extrait des chantiers de déconstruction a été réemballée, nettoyée. S'il manque une vis, on la rajoute.
Et donc, cette quincaillerie, en fait, de seconde main, s'est retrouvée dans des magasins de première main. Donc, à ce moment-là, un entrepreneur dans le bâtiment ne se doit pas de faire la démarche « Ah, je suis économie circulaire, je vais aller vers telle ou telle filière ». Dans un magasin de construction de premier emploi, il a la chance de rencontrer ces produits aussi. Voilà, donc ça, c'est l'emballage sur lequel nous avons travaillé, sur lequel il est écrit « démantelé en Belgique ». Ça, c'est pour la partie plus concrète de notre vente, où nous avons effectivement beaucoup de finitions dans les stocks qui sont disponibles à la vente aussi. Donc, brièvement, je vais aller rapidement à travers les 3 chantiers de déconstruction et les 3 services de Rotor. Donc, comme je vous disais, la déconstruction, un des premiers chantiers était la Société Générale de Banque à Bruxelles. Donc ça, c'était BNP Paribas qui rétablissait son siège à Bruxelles et souhaitait vraiment la démolition complète de ce bâtiment. Dans ce cadre-là, en fait, Rotor a été invité par le maître d'ouvrage parce que celui-ci, ayant conscience de la valeur des finitions intérieures, avait vraiment posé comme objectif que cette finition soit réutilisée dans des centres culturels avec une visibilité pour le public. Et donc, Rotor s'est chargé de l'opération. Comme vous voyez, ces finitions, en fait, sont... c'est un designer assez connu, en fait, Jules Waps et Christophe Gevers, qui avaient fait la finition intérieure. Et les meubles, pour les meubles, ça n'a pas été très difficile de trouver repreneur pour la finition intérieure. Cela engageait un investissement en amont voilà, que Rotor a pris sur ses épaules. Ça nous a permis aussi de travailler avec des travailleurs sociaux et d'élargir notre équipe. Donc, juste pour vous donner un exemple, ici, on voit le plafond qui est démantelé sur place dans ce bâtiment et qui trouvera repreneur dans un centre culturel à Bruxelles. Évidemment, ceci ne peut se faire qu'avec la collaboration d'architectes qui prennent ce projet aussi en main et développent les détails pour réintégrer ces matériaux. Ou ici, la cafétéria de la banque qui se retrouve dans un centre culturel au sud de la Belgique. Un faux plafond. Le réemploi sur site, juste pour vous donner un peu un exemple d'une manière dont un bâtiment quitte un chantier de déconstruction, un matériau, pardon, quitte un chantier de déconstruction et revient en tant que produit. Et là, justement, pour l'anecdote, il est revenu sur le même endroit, c'est-à-dire qu'il y avait un plot avec un bâtiment qui allait être démoli. Et ce carrelage, en fait, a fait le tour et est retourné sur place, mais dans un autre bâtiment pour le nouveau projet. Donc là, on arrive sur place, c'est un espace assez désuet. Le carrelage, les éléments de construction, on ne les regarde déjà même plus, vu que c'est un chantier de démolition. Et ça, c'est le travail de Rotor aussi, c'est de prendre le temps d'observer, en fait, la matière. Dans l'observation, il y a quand même une plus-value qui est construite. Et donc, ces carrelages, on les observe, on analyse, on regarde un peu quelle est leur source. On voit qu'ils sont de facture française, c'est rebâti, qu'ils sont bien épais, teintés dans l'épaisseur. On oserait presque dire qu'ils sont beaux. Et donc, on commence à les démanteler avec notre équipe. Et puis, finalement, on les revendra au propriétaire qui, lui, avait effectivement l'alternative d'opter pour des solutions nouvelles, mais trouvait que dans l'histoire de ramener ce carrelage du projet initial vers son projet à lui, que ça racontait une histoire. Voilà. Troisième service, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Alors ça, c'est Victor qui pourra vous en parler plus en détail, puisque c'est lui qui a suivi le projet. Mais donc ici, ce sont les casernes de Reuilly, à Paris, le maître d'ouvrage étant Paris Habitat, avec cette volonté vraiment de réfléchir à des stratégies de réemploi. Et là, je profite pour vous montrer un peu le modus operandi qu'on a développé avec Rotor. Donc, en premier lieu, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un inventaire. On se rend sur place avec notre équipe. On crée un inventaire de l'existant de manière à pouvoir assigner de manière plus précise quels sont les lots de matériaux qui seront choisis pour le réemploi. Dans cet inventaire, il y a différents types d'informations, comme le niveau de toxicité, la quantité, la difficulté de démanteler ces matériaux.
pour chaque matériau qui a été considéré, une fiche est créée, un peu comme si c'était aussi un nouveau produit. Et là, dans ce cas-là, il y avait un travail sur les radiateurs en fonte qui, depuis lors, on le sait, devient un produit presque assez classique de réemploi où les gens ont l'habitude d'y penser. Donc là, il y a vraiment un travail qui a été fait. Ensuite, on crée, une fois que l'opération s'est exécutée, on crée une liste de tous les matériaux qui ont été choisis avec leur poids, ce qui permet en fait de faire un bilan de tonnage, ce qui peut aider dans certains cas, comme des certifications BREEAM, etc. Donc voilà, c'était les services Rotor. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Après ces témoignages de concepteurs et d'industriels, il faudrait donner la parole à un maître d'ouvrage, et donc à monsieur Philippe Depoux, directeur général de Gecina, avant de faire revenir sur scène nos intervenants précédents pour échanger justement et confronter des points de vue de concepteurs à ceux de maître d'ouvrage. Merci, bonjour à tous. Je vois que le temps est carrément dépassé, donc je ne vais pas être très long. Alors, le titre, c'était les super-héros. Donc moi, je considère vraiment que les 3 personnes qui ont parlé sont des super-héros parce qu'ils sont rentrés dans l'économie circulaire en vrai. Je fais la démonstration qu'on vient d'avoir. Donc nous, on n'est pas encore des super-héros. Alors j'ai la cape et le masque, mais encore, il est dans le placard. Il faut qu'on le travaille. Le message derrière ça, bien sûr, c'est le suivant. Gecina, on est, vous le savez, une foncière de bureaux. On est leader du bureau parisien, donc on est un acteur de la ville, et le sujet de l'économie circulaire, bien sûr, s'impose assez naturellement, mais c'est un long travail d'éducation, de compréhension. Je notais tout à l'heure avec plaisir que le rôle du propriétaire peut permettre un certain nombre de choses que le rôle de prestataire de service peut ne pas permettre. Donc ça, au moins, on est plutôt bien placé pour ça. Et bon, là où on n'est pas encore un super-héros, mais qu'on commence à avancer un petit peu, c'est qu'on s'implique dans l'économie circulaire chez Gecina par tâtonnement. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. On a un patrimoine existant et on a un patrimoine à venir. Sur le patrimoine existant, la démarche un peu macro, là, moi je vais me retirer un petit peu des exemples très, très factuels que vous avez pris. Je dirais globalement sur le patrimoine, ce qu'on va chercher à faire nous, c'est d'avoir une neutralité carbone. Donc c'est une position sur le plan climat qui a été prise par Gecina suite à la COP 21. Et c'est vrai que c'est une échéance 2030, mais dès 2017, nous jouerons le jeu en compensant nos émissions carbone. Donc nous allons rentrer dans ce jeu-là. Et puis sur le patrimoine à venir, les immeubles à construire ou à restructurer, là, effectivement, ce rôle de propriétaire nous met dans une position un petit peu privilégiée où on va donc analyser, et on analyse les cycles de vie des immeubles, donc à la fois le passé de cet immeuble et son héritage. On parlait des matériaux tout à l'heure, on parlait des matériaux de construction aussi, et puis qu'est-ce qu'il va devenir dans le futur. Donc on va réfléchir sur des sujets de réemploi, de réutilisation, de modularité. Et là, je pense qu'effectivement, en tant que propriétaire, on a un vrai rôle d'entraînement, de fédération. Et ces réflexions sur la filière, finalement, c'est ce qui était un peu évoqué par vous 3, c'est l'ensemble de la filière de l'économie circulaire. On va essayer, nous, d'y avoir notre empreinte. Et notamment, ça peut déboucher sur bon, ça se comprend assez facilement, sur des procédés constructifs différents. Nous avons, par exemple, commencer à employer des constructions en bois dans des immeubles de bureaux à Neuilly, livré avenue Charles de Gaulle il y a déjà quelques années, et puis en cours de construction aujourd'hui, de restructuration, les Halles à Lyon, qu'on est en train de restructurer en partie et de reconstruire en partie. Voilà. Donc c'est sur ce sujet-là, et je vais m'en arrêter là, c'est notre contribution, elle est sur le cycle de vie de l'immeuble, et c'est comme ça qu'on la conçoit.
Merci beaucoup. Vous soulevez un point important qui est la question de comment on fait bouger l'ensemble de la filière, hein, et que c'est intéressant d'avoir des industriels qui ont des produits ou des façons de réutiliser les produits, des designers, des architectes, des concepteurs qui y travaillent. Mais après, la question, c'est comment on emmène des maîtrises d'ouvrage, hein, qui sont importantes en tout cas à convaincre, et qui ont aussi leur lot de contraintes. Si on n'arrive pas en tout cas à une pertinence économique des opérations, ça fait difficile de dépasser le projet pilote. Aujourd'hui, quel serait votre point de vue de comment convaincre une maîtrise d'ouvrage de s'engager dans cette démarche? C'est-à-dire qu'il y a un peu deux approches classiques, qu'on doit s'orienter dans cette transition, que personne en tout cas ne conteste, qui est, voilà, est-ce qu'on y va doucement, en intégrant un peu plus de durable, un peu plus d'économie circulaire sur chacune de mes opérations, ou est-ce que ça commence par des grandes opérations un peu rupturistes, qui sortent un peu de l'ordinaire, pour arriver à engager cette transition? Est-ce que vos retours de faiseurs, en tout cas, vous donnent un point de vue sur ces sujets? Bon, en ce qui concerne l'économie circulaire, étant donné que, comme on a vu, énormément de boucles, il s'agit d'un processus qui inclut énormément d'acteurs. Donc, on pense qu'il faut plutôt essayer de s'intégrer dans cette boucle. Et donc, une approche à petits pas serait conseillée. Dans notre travail quotidien, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur des objectifs raisonnables. Par contre, on laisse pas mal de souplesse transversale pour les équipes de s'adapter. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, ces défis complètement mesurables, parfois peuvent stimuler une forme d'enthousiasme en fait, dans les équipes. Moi, je compléterai par le fait que je pense qu'il faut commencer petit. Il ne faut pas avoir peur de faire une très petite opération pour se mettre le pied à l'étrier. Et en parallèle, il faut aussi des opérations symboliques qui vont être un peu des fers de lance, qui vont permettre d'accélérer. Parce que l'urgence dont on parle, il ne faut pas s'y mettre dans 50 ans à l'économie circulaire. Il faut s'y mettre dans 5 ans, dans 3 ans. Et moi, je suis assez étonné par la capacité collective qu'on a à aller très très vite. Par contre, c'est clairement une innovation. Et aujourd'hui, n'importe quelle innovation, on pense qu'innovation, c'est uniquement une application pour un téléphone portable. Mais là, on est en train d'inventer une innovation constructive, méthodologique, qui a aussi un coût de financement d'une innovation. Voilà, toutes les innovations qui nous entourent ont été à un moment donné développées. Il y a aussi des investissements pour les faire émerger. Donc je pense qu'il faut aussi être très clair sur l'aspect économique de ce démarrage qui risque d'être un peu coûteux, mais par contre une accélération qui va être nécessaire parce que le prix des matériaux va augmenter, tout un tas de phénomènes vont accélérer cette nécessité. Vous soulignez un point important, que cette question du coût. Forcément, dès qu'on parle de construction durable, on se dit, tiens, ça va coûter plus cher. Comme en tout cas, je fais tourner une économie de projet qui fonctionne dans ce cadre. Aujourd'hui, déjà, c'est quoi vos retours d'expérience? Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est significativement plus cher ou est-ce que vous avez trouvé d'autres façons de traiter ces sujets? C'est évoqué par M. Aratia. Il y a des façons, éventuellement, des modèles d'affaires différents qui permettent de mieux intégrer, en tout cas, une valeur éventuellement plus intéressante en termes de coût global, mais avec effectivement des logiques qui doivent être pensées différemment en termes de modèles d'affaires. Quels sont vos retours en la matière? Alors, sur la question du coût, ce qu'on mesure, c'est que ça va dépendre de la qualité du matériau, c'est-à-dire que la facilité de sa démontabilité. Il va y avoir tout un tas de critères qui vont entrer dans le coût du matériau réemployé. Aujourd'hui, on arrive à être équivalent matériaux neufs, matériaux réemploi, en considérant que l'achat de matière est transféré vers de la main-d'œuvre. Ce qui est aussi important, parce qu'on parle de la courbe des températures, mais on pourrait aussi parler de la courbe du chômage. Et il va falloir à un moment donné réinverser ces choses-là. Et donc le réemploi, c'est aussi reterritorialiser des emplois. On ne peut pas faire démonter un bâtiment en Chine et le faire revenir à Paris. On est obligé de le faire ici. Donc nous, on travaille vraiment sur cette analyse économique de manière très fine. Et je pense que Rotor est aussi dans cette approche-là. On n'est pas du tout des idéalistes du réemploi sans mettre la question du prix ou du coût ou de la valeur, ça aussi on peut en parler, au centre de notre réflexion. Oui, c'est bien aussi de rappeler que historiquement, en fait, la déconstruction, donc ce que Rotor fait vraiment au quotidien, c'était la solution par défaut par rapport à la démolition, puisque en fait, il y avait vraiment moyen de payer l'opération grâce à la valeur intrinsèque des matériaux qui étaient démolis. Donc si on imagine une forme de retour en arrière, on pourrait imaginer effectivement que la valeur, que ces matériaux qui font partie des bâtiments, on en a parlé précédemment, sont une forme comme des lingots de béton, si vous voulez, et que le fait de les garder ou de les réutiliser, cette valeur contenue, en fait, vous permet de stocker une certaine valeur sans avoir des coûts de stockage. Donc, sinon, en ce qui concerne Rotor, nos opérations en général sont cost-neutrales. L'investissement est plutôt d'ordre organisationnel ou changer les habitudes. C'est ça qui demande un peu de travail.
Quel est le point de vue de maître d'ouvrage sur ces enjeux économiques associés à... Alors, en fait, ça me rappelle un petit peu une période, si on parle du côté financier de la chose, ça me rappelle une période pas si lointaine où, quand on parlait de la performance énergétique des immeubles, on disait « Ah oui, mais ça va coûter plus cher, ça va être plus compliqué à faire, ça va être plus long ». En fait, je vais peut-être un peu forcer le trait, mais globalement, aujourd'hui, sur ce volet-là, ça ressemble un peu de la préhistoire maintenant, mais c'est acquis. Je veux dire, les immeubles, ce qui coûte plus cher pour être plus performant économiquement, c'est pas évident parce qu'on était dans un marché où les coûts de travaux étaient quand même un peu soumis à beaucoup de concurrence. Les entreprises n'avaient pas forcément des chantiers extrêmement nombreux. Donc, du coup, finalement, ce sujet du coût, il s'est vite estompé en le regardant d'une façon différente. C'est que nous avons estimé que sur la performance énergétique, on n'avait pas le choix, surtout. C'est pas tellement qu'il faut que mon immeuble il soit performant énergétiquement parce que c'est chouette, c'est que c'est vrai qu'il se loue mieux, c'est vrai que le client s'y sent mieux, etc. Je pense qu'on est exactement sur les mêmes sujets dans l'économie circulaire. Il faut y aller, il faut pas se... voilà, vous l'avez dit, aujourd'hui c'est en route, les choses vont vite. Alors après, c'est sur d'autres sujets, on est beaucoup sur l'expérience aussi. Quand je regarde chez nous en maître d'ouvrage, il y a deux grands sujets. Il y a des sujets sur les méthodes constructives et puis il y a les sujets dans l'exploitation. Et dans les méthodes constructives, on est souvent sur des sujets un peu plus macro. Et puis sur l'exploitation, des sujets un peu plus micro. C'est des tentatives, c'est des essais, c'est des choses petites mais qui contribuent. Je prends juste un exemple. Chez nous, chez Gessina, je suis dans l'exploitation. On a passé un accord avec c'est un projet qui s'appelle le chaînon manquant. En fait, on réutilise l'ensemble des déchets de nos RIE. Alors, on le fait dans notre siège. Et puis, petit à petit, on va le développer sur l'ensemble des RIE du patrimoine, où on réutilisera l'ensemble des déchets pour les recycler. Des déchets alimentaires, hein, bien sûr, je parle. Bon, comme chez probablement la plupart d'entre vous, on trie les déchets. Nous, on y est allé beaucoup plus en avant. On a 11 types de tri de déchets dans tous nos immeubles. Je cherche un peu de stats là, à l'occasion de cet événement. Voilà, on a, par exemple, recyclé 1,3 tonne de capsules Nespresso. Il faut croire qu'on boit beaucoup de café dans les immeubles Gessina. Et puis, quand on passe à la construction, je regarde notre directeur de la maîtrise d'ouvrage, on a des réflexions beaucoup plus, évidemment, macro. Je prends juste un exemple. On a un immeuble un peu pilote en ce moment, en cours de restructuration très lourde, qui est le 55 rue d'Amsterdam, que je vous encourage à aller visiter si des occasions se présentent, et même à le louer d'ailleurs, puisqu'il va être alloué. Mais là où je veux en venir, c'est que par exemple sur cet immeuble-là, 88%, alors c'est un immeuble des années 30 qui était constitué de plusieurs immeubles, donc on a évidemment plein de réflexions sur cet immeuble, la démolition, la restructuration, et finalement, et on le livre dans quelques mois, 88% des déchets, et croyez-moi, on a vraiment enlevé beaucoup de choses, 88% des déchets sont recyclés, revalorisés. Et dans les matériaux constructifs qu'on a intégrés dans l'immeuble, c'est pas beaucoup, mais quand même, il y a 12% de matériaux complètement recyclés. En fait, c'est pas des matériaux neufs. Donc voilà, c'est un jeu entre des petits événements, et j'en avais plein d'autres, mais je ne peux pas tous les citer, et puis des événements plus marquants dans lesquels on rentre. Et sur l'économie de la chose, bien sûr qu'on regarde là le sujet, ça paraît évident, mais là, en ce moment, par exemple, on a un gros sujet d'un immeuble parisien où on se pose des questions de démolition ou de restructuration. Le produit lui-même, ça nous amènerait plus à faire de la démolition-reconstruction, mais on va le regarder à ce moment-là par le prisme de la réutilisation des matériaux et du bilan carbone de l'opération avant-après. Parce que la restructuration lourde d'un immeuble, c'est très bien parce qu'on ne démolit pas, donc effectivement peut-être qu'on crée moins de déchets, mais on a un immeuble qui continue à générer du carbone négatif, qui va continuer en fait à être plutôt polluant et non, je dirais non producteur de vertu, alors que dans un bilan global sur le cycle complet, on arrive à démontrer qu'en fait l'immeuble, dans sa vie, va devenir plus vertueux. Merci. Alors un point que vous souliez qui était intéressant, c'est ce parallèle énergie et ressources, passer d'enjeux d'efficacité énergétique à efficacité ressources.
On voit aussi qu'il y a un sujet clé quand on est une foncière, et c'est bien normal, c'est qu'il faut arriver à vendre à un preneur le bénéfice de locaux sur lesquels on travaille sur ces sujets-là. Il y a des aspects, c'était soulevé, qui peuvent être plus faciles à appréhender et à apprécier, hein, quand on parle de modularité, flexibilité, ce qui était introduit. En tout cas, un preneur peut facilement prendre la valeur. Après, une des questions, c'est comment le preneur peut arriver à prendre aussi la valeur d'un travail sur les matériaux. On voit que sur l'efficacité énergétique, il y a des notions de confort qui ont été vendues, en tout cas pour vendre en tout cas la valeur de l'efficacité énergétique. Quelle expérience vous avez de comment vendre en tout cas la valeur d'un travail et sur l'économie circulaire allant jusqu'aux matériaux? Moi, ce que je peux dire, ça rejoint un petit peu la réflexion tout à l'heure sur la qualité des matériaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi un attachement à retrouver une espèce de puissance de la matière. On a oublié la matière, on l'a transformée. Les fabricants sont partis de matières premières, on fait des matériaux, puis aujourd'hui des produits, puis aujourd'hui des solutions. Et en fait, on s'est éloigné du fondement d'une certaine matière. Et l'analyse qu'on fait en ce moment, on travaille sur le bâtiment de Morlan avec Emerige, qui est un des projets de Réinventer Paris, où on a fait ce diagnostic de matériaux. Et on voit qu'il y a vraiment des choses qui, intrinsèquement, ont une véritable valeur économique, de matière, mais du coup même une valeur historique, un attachement. Et donc ça nous intéresse aussi. Il faut être très clair, on ne dit pas il faut faire du réemploi qui ressemble à une architecture de la poubelle, du déchet, du bricolage. C'est pas du tout ça. C'est au final, si on ne voit pas que c'est du réemploi, c'est un objectif qu'on se fixe très souvent. Mais on sait que voilà, on a un attachement à ce qui nous entoure et que le réemploi permet d'aller dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Avec Rotor, une partie de notre travail, c'est de rappeler que voilà, ces matériaux ne sont pas des entités abstraites et qu'en termes d'énergie, ce ne sont pas non plus elles ne se limitent pas à un indice de performance énergétique, mais que ces matériaux, en fait, cristallisent un processus de société avec des implications sociales, économiques. Et donc, c'est en général... une histoire, en fait. Chaque matériau contient cette histoire, et dans plusieurs de notre projet, par exemple, celui qu'on a montré précédemment de cette banque où des matériaux avaient été déconstruits pour être réinjectés dans des centres culturels, même si l'opération n'était pas plus chère, c'est vrai que la valeur ajoutée d'histoire... En fait, le cahier des charges spécifiait des matériaux qui étaient d'entrée de gamme, et puis avec ce même prix, on est parvenu à amener des matériaux d'une facture plus soigneuse, dont l'essence était plus noble. Et donc ça, je pense que c'est des choses auxquelles les gens sont plus sensibles. Je peux qu'agréer, je veux dire, effectivement, on n'est pas en train de reconstruire un immeuble poubelle. Ce qu'on regarde, c'est la qualité des matériaux, et finalement, le preneur final... D'abord, il y a nous, en tant que propriétaires. Nous, il faut qu'on soit aussi convaincus que l'immeuble, il est pérenne, que les matériaux sont bons, qui sont justement là pour longtemps. Et les preneurs derrière, c'est un peu comme le parallèle que je faisais avec les immeubles à performance énergétique, c'est que finalement, le preneur final, lui, s'il voit un immeuble qui est d'une qualité qui lui convient, qui a un clin d'œil au passé, qui a un respect des matériaux, qui a du recyclage, et qu'à la fin de l'histoire, le produit il est bien, il va adhérer. Et juste pour rajouter une petite pierre à l'édifice, c'est que je pense qu'il faudrait vous parliez tout à l'heure de la hold, dans le paradigme de la course aux certifications. Malheureusement, ça reste encore un sujet nécessaire, parce que c'est quelque chose qui va, je dirais, faire créer un trait commun entre un preneur, un bailleur, un observateur extérieur. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on intègre les éléments d'économie circulaire dans les éléments d'appréciation des certifications, plus que ça l'est aujourd'hui, de façon à faire bouger l'industrie. Parce que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est un petit peu comme ça aussi que pour les performances énergétiques, ça a fait bouger l'industrie. Donc voilà, moi je sais que quand on voit le nouveau label HQE ou d'autres, je ne fais pas de la pub pour HQE, mais il faut intégrer ces notions d'économie circulaire de façon à rentrer encore plus le sujet dans le concret. Merci. On se rend compte que en se lançant dans des démarches économie circulaire, on commence par changer la moquette et on finit parfois par changer son modèle d'affaires. En tout cas, l'exemple exposé par Interface était intéressant de ce point de vue. Et c'est vrai, quand on est à se poser cette question, effectivement, de reposer cette analyse de la valeur en disant, voilà, je veux me porter ces ambitions, comment tenir à un coût raisonnable, on se met à réinterroger le besoin.
Et on voit aussi des études qui montrent qu'il y a un instant T dans les bureaux en Europe que 40% des espaces de travail occupés. Ce qui amène aussi des réflexions sur comment se fait le réaménagement des espaces de façon plus globale. On voit le développement de tiers-lieux, de services, parce qu'il y a des vrais enjeux autour de comment, en tout cas, on va réaménager ces espaces. Et un vrai enjeu aussi pour les maîtres d'ouvrage à peut-être le proposer de façon plus proactive, ce qui est une transition, en tout cas, qui a été exposée, de passer d'un métier de fourniture de produits industriels à produits plus services. Et c'est un peu le même sujet où on ne produit plus que des mètres carrés, mais des mètres carrés et des services associés. Comment vous voyez cette évolution? Parce qu'on se doute bien que si demain, ce qui est le cas de certains qui commencent à dire je réaménage à mon initiative des bureaux et j'arrive à avoir autant de salariés dans 30% d'espace en moins, ça peut être un enjeu pour des foncières, en tout cas, si la réorganisation amène les preneurs à avoir besoin de beaucoup moins de mètres carrés. Comment on travaille sur ces sujets, ces ruptures qui traitent effectivement de l'éruption du numérique et de cette prise de conscience économie circulaire? Alors là, c'est un sujet un tout petit peu... C'est vrai que c'est très lié, mais c'est un sujet un petit peu différent, puisque là, on parle aussi de ce qu'on appelait le bureau de demain, alors qui a fait déjà l'objet de ces thématiques ont été traitées au sein du Gessina Lab. Alors là, pour le coup, je veux bien aller chercher ma cape et ma masque, parce que là, on est des super-héros chez Gessina. C'est un sujet qu'on a pris en main depuis assez longtemps. L'intégration de l'économie circulaire fait parfaitement partie intégrante vraiment du sujet, mais... Par rapport à votre question, j'ai précisé au départ qu'on est un spécialiste du bureau parisien. Donc, comme je le dis souvent dans les interventions, on est l'anti-modèle des modèles économiques qu'on montre dans les écoles, c'est-à-dire qu'on est monoproduit, monomarché. Donc, il faut avoir une vraie conviction sur la qualité de son produit, c'est-à-dire le bureau. Paris, ça c'est encore autre chose, mais c'est une question de taille de marché. Par contre, moi je suis complètement convaincu de l'urbanisation de notre société. Et à l'intérieur de cette urbanisation, le bureau, heureusement, continuera à exister. C'est pas juste de la méthode Coué, c'est une vraie conviction. Simplement, le bureau de demain, c'est pas le bureau d'aujourd'hui et c'est pas le bureau d'hier. Donc, mais pour aller vite au fait de votre point, oui, peut-être on va utiliser moins d'espaces individuels, mais ils sont remplacés par des espaces collaboratifs. C'est vraiment ce qu'on constate chez nos preneurs, chez nos clients, quand ils développent des surfaces. Hier, ils demandaient 10 000 mètres carrés. Alors, il y a deux phénomènes. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on densifie les bureaux dans Paris. Ça, c'est vrai. Et donc là, vous avez parfaitement raison de dire que probablement, cette densification, en gros, quand on restructure un immeuble, on passe en gros de 15 mètres carrés par personne à 10 à 9 mètres carrés par personne. Donc là, effectivement, il y a une densification. Ça permet aux locataires, au passage, de prendre plus de surface pour le même prix. Et derrière, il y a un aménagement différent. Mais ce qu'il faut retenir dans cet aménagement différent, c'est pas qu'il nous prend moins de surface, c'est qu'il prend de la surface différente. On parlait des murs qui sautaient, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on aura moins... Alors on peut faire du nomadisme, du flex-office, ce genre de choses, mais à la fin de l'histoire, il y aura moins d'espace dédié à la personne en tant que bureau à lui, qui est dédié ou d'ailleurs pas, et puis, encore une fois, plus d'espace collaboratif. Et à la fin de l'histoire, je vais être un peu cynique, mais pour nous, ça revient à peu près au même parce qu'on loue l'ensemble des surfaces. Sauf que, comme vous le disiez aussi, on se tourne vers une économie servicielle et que donc l'objectif d'une foncière résolument moderne, par le jeu de la performance énergétique, par le jeu de l'économie circulaire, par le jeu de l'information aux locataires et par le jeu des services de type hôtelier aux locataires, eh bien, ma foi, l'idée, c'est de maximiser notre compte de résultat sur un immeuble, au fond. Est-ce qu'il y a quelques questions de la salle avant de clôturer l'intervention? Oui, bonjour, Jean-Luc Petier, Amstream. Moi, ce que je pense, effectivement, il faut faire sauter les murs, mais il faut peut-être aussi changer les mentalités de nos commercialisateurs, parce que lorsque ils ont un bureau, un espace à louer, ce qu'ils demandent en général, c'est supprimer toutes les cloisons, alors que parfois elles ont à peine 3 ans, hein, juste après le départ de la première triennale. Et donc, on décloisonne tout, et puis le locataire suivant arrive et recloisonne, et on repart peut-être pour 3 ou 6 ans. Et là, je pense qu'il faudrait peut-être éduquer, effectivement, sensibiliser tout le monde à cette question d'économie circulaire. Je pense que vous pointez un point très intéressant.
de la spécificité de Gecina, qui est moi je ne connais pas très bien le monde du bureau, mais c'est vrai que les statistiques ou les données qu'on a pu récupérer font état du coup de cet énorme gisement de matière, parce que le sujet aujourd'hui c'était vraiment parler de la matière et des matériaux, que l'économie du bureau produit par un bâtiment neuf inauguré, et puis 3 mois après, on démonte des banques d'accueil, on enlève tout et on met tout à la benne. Et on l'a vu, alors pas chez vous, mais j'espère pas, mais en tout cas ça arrive. Et c'est pas grave parce que il faut aussi accepter d'être très clair sur l'état actuel de nos façons de faire et de savoir comment on peut les modifier. Mais c'est vrai que imaginer une banque de ces matériaux-là sur des économies aussi rapides que le bureau sont pour nous très intéressants. Et là, il y a quelque chose d'important aussi, c'est l'échelle à laquelle vous pourriez intervenir, parce que dans le même temps, vous déconstruisez un bâtiment, vous en réhabilitez un, vous en construisez un, et éventuellement vous faites un changement de locataire sur une autre opération. Donc là, on peut, ce qu'on appelle, c'est du réemploi ex situ, c'est-à-dire qu'on va prélever dans un bâtiment à destination, et tout ça, il y a des plannings d'opération. Nous, on a une approche aussi sur le BIM comme étant un des outils de la maîtrise de cette circulation de matière. Donc le champ d'exploration, il est vraiment très très important, et je pense que le gisement qui vous appartient, dont tu parlais tout à l'heure, est colossal, et donc ça donne envie de s'y investir pleinement. Avec Rotor, c'est des matériaux qu'on a reçus en telle quantité qu'on a dû poser cette contrainte de dire au maître d'ouvrage qui vient vers nous avec ces nombreuses partitions de bureaux, on leur dit on travaille pour vous si vous organisez une forme de demande aussi. Donc c'est exactement ce que vous disiez, c'est vraiment changer aussi les mentalités en amont pour qu'au niveau de la demande des partitions de bureaux, on puisse aussi les replacer à d'autres endroits. D'autres questions, interventions? Oui, bonjour, Patrick Stekeler-Homme, Alliance Real Estate. Je voulais savoir comment dans le cadre d'une économie circulaire, sont gérés les sujets liés à la garantie et aux assurances, en particulier la garantie décennale. Très bonne question, qui est évidemment un des aspects de nos recherches. On parlait d'innovation. Alors pour cela, on avait travaillé avec un avocat spécialiste du droit de l'environnement qui avait une phrase très claire, mais que je vous partage, qui est « le droit est toujours en retard sur la société ». Donc ça, il faut accepter, c'est un état de fait. Il y a quelques années, on aurait dit « je peux louer la voiture de mon voisin sans le connaître sur une application, etc. » On vous aurait dit « mais comment vous allez pouvoir assurer le véhicule? C'est impossible ». Et en fait, aujourd'hui, il y a l'autopartage et on fait ça en un clic. Et donc, il y a des compagnies d'assurance qui se sont engouffrées. Donc, ce dont vous parliez tout à l'heure, sur comment l'industrie aussi, il y a un gisement économique énorme. Donc nous, on travaille avec des bureaux de contrôle qui sont prêts à explorer ces pistes-là. On travaille avec le CSTB, avec tout un tas d'acteurs, Rotor également, avec l'ADEME, sur le fait de faire changer ces mentalités-là, parce qu'on sait que c'est un des verrous, mais que ce verrou-là, il n'est pas plus compliqué, ou en tout cas, il est moins compliqué que l'urgence climatique, environnementale, écologique, sociale, humaine, dont on vous a un peu parlé. Donc, à un moment donné, c'est un choix de stratégie, mais pour nous, le choix est évident. Mais c'est pas simple, par contre, vous avez raison. Je voulais simplement rajouter qu'effectivement, enfin, je ne l'ai pas précisé, mais il va de soi qu'en tant qu'investisseur institutionnel coté responsable, il est bien entendu, c'est un prérequis que les matériaux de réutilisation qu'on peut utiliser sont conformes à toutes les réglementations. Ça va de soi. Et c'est là où vous avez absolument raison, c'est plutôt ces réglementations qui, de temps en temps, il faut qu'on les fasse évoluer. Je vous donne juste un exemple rapide parce que le temps court. On est propriétaire de ce qu'on appelle les tours Gamma à la gare de Lyon, qui sont ces espèces de tours noires assez moches que vous connaissez tous des années 70. Bon, on a un projet à très long terme sur cet ensemble, qu'on vient à repositionner tout cet ensemble immobilier, transformer le quartier. En attendant, ce qu'on a fait, parce que c'est quand même utile pour certaines personnes, c'est qu'on a loué ces espaces qui étaient vacants, certaines parties qui étaient vacantes, en tout cas à Paris & Co, qui est un incubateur de start-up. Et bien entendu, vous imaginez que le deal, c'était de leur louer pas cher, et que nous, on a donc réutilisé un maximum de matériel dans cet immeuble-là, de façon à ce que chacun s'y retrouve. En gros, nous, c'est pour couvrir nos charges, pour faire simple, et donc ça permet à des start-upers de pouvoir, au cœur de Paris, de développer leur business, etc. Donc tout ça, c'est génial, sauf que quand les équipes, et je regarde le patron du patrimoine qui est là, quand les équipes sont venues me voir en me disant « ouais, mais c'est un immeuble IGH, et donc comment on va faire pour les portes coupe-feu qui ont parfois été enlevées, etc. » C'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Je peux vous dire qu'en tant que mandataire social, je partage des responsabilités pénales avec le jeune homme qui est là, et donc on a bien réfléchi au sujet avant et
croyez-moi, on a été à deux doigts de se dire ça va pas être possible, on va pas y arriver. Finalement, on y est arrivé, on a trouvé les biais, on a eu des discussions avec la ville sur ces sujets-là. Donc oui, c'est des sujets compliqués, mais voilà, je crois que c'est comme tout, quand on explore et quand on défriche, sans jeu de mots, il faut savoir aussi de temps en temps prendre ses responsabilités et arriver à faire bouger les lignes. Merci beaucoup. Je propose à chacun peut-être de faire un mot de conclusion et puis on va clore ces échanges. Nicolas ? De brut pour point, moi ce que j'aurais envie de dire pour finir, c'est vraiment cette idée de... On n'est pas là pour opposer les matériaux les uns aux autres. C'est pas d'un côté le béton c'est méchant et la vieille porte elle est très gentille, mais on pense plutôt qu'on est dans un monde complexe et que dans cette complexité-là, les concepteurs, les maîtres d'ouvrage, tout l'écosystème de la construction a un gisement intellectuel, mental. L'exposition s'appelait Matière Grise parce que c'était à la fois les matériaux cachés qu'on ne voit pas, mais c'était aussi notre capacité collective à inventer de nouveaux modèles, de nouvelles façons pour un environnement plus juste, plus sobre et qui permette un avenir. Sinon, il n'y aura pas d'avenir. Ça, c'est très clair. Voilà. Je m'aligne. Ouais, le mot de la fin, effectivement, vous êtes nombreux, l'économie circulaire, je crois que ce qu'il faut se dire tout de suite, c'est que c'est plus une espèce de chimère de vœux pieux, c'est pas un sujet de, excusez-moi du mot, hein, mais c'est pas un sujet de 68 arts ou d'écolo attardé, c'est un vrai sujet, c'est une vraie économie. Je crois que dans les présentations qui ont été faites par Ramon, et puis par le fait que vous en faites, vos métiers, finalement, ça prouve bien qu'en fait, c'est une économie comme une autre et qu'il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer dans l'ensemble de son cycle, amont, aval, et embarquer toute la filière immobilière. Vous le rappeliez, l'immobilier de bureau est un pollueur, l'immobilier de bureau consomme des matériaux, consomme de l'énergie. Donc si on n'arrive pas à mettre un peu de vertu là-dedans par de la performance énergétique, c'était les chantiers d'hier, ils continuent toujours. Mais maintenant, sur prendre en main le sujet de l'économie circulaire, on n'a rien compris au sujet et on passe à côté d'une formidable chance de participer à la préservation de notre environnement, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ces interventions. Et j'en profite pour me faire un dernier instant de pub, puisque donc dans le bâtiment Gecina qu'on occupe au 16 boulevard Montmartre, on est en train de rénover un lieu pour en faire un restaurant qui met en valeur en tout cas des produits issus de l'agriculture locale, rénovés de façon économie circulaire. Donc si vous voulez visiter un bâtiment Gecina qui incarne un peu ces valeurs, dans 15 jours c'est visitable au 16 boulevard Montmartre. Merci à vous.